Un plaidoyer pour une meilleure prise en charge sanitaire et psychologique des usagers de la drogue. L'organisation non gouvernementale Espace Confiance sollicite l'aide du gouvernement ivoirien. Commune de Cocody, un tournoi organisé en prélude des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan en 2017, une initiative de la Fédération ivoirienne de golf. Enfin, 11 juillet 1960, le Katanga, province du sud de l'actuelle République démocratique du Congo, proclame son indépendance. Bonsoir à tous, merci de suivre RTI2. Pour commencer, les résultats des examens de l'enseignement scolaire et de la formation professionnelle session 2017 en Côte d'Ivoire. Les chiffres provisoires publiés aujourd'hui par la direction des examens et concours font état de 79,91% d'admis. Il est grand temps d'agir en faveur des usagers de la drogue. Cet appel a été lancé récemment par l'organisation non gouvernementale Espace Confiance. Il s'agit pour cette ONG d'amener les autorités ivoiriennes à diminuer la répression et mettre davantage l'accent sur la prise en charge sanitaire et psychologique des usagers de la drogue. C'est un reportage de Herman Yamia. Khalil Ibrahim est un ancien usager de drogue. Aujourd'hui sorti des griffes de cette addiction qui a fait basculer sa vie, il nous explique sa rencontre avec cette substance. J'ai eu des parents séparés, je partais à l'école chez papa, je faisais passer les vacances chez maman. Et dans ce jeu de va-et-vient là, j'ai rencontré ce qui a été pour moi une difficulté. L'usage de la drogue m'a, je pourrais dire, complètement bousillé la vie, brisé mon avenir, brisé mes rêves. Je rêvais, je voulais devenir quelqu'un, d'important. J'avais plein de choses en vue. Ce rêve d'Ibrahim ne se réalisera peut-être jamais. Mais s'il est présent à cette rencontre, c'est pour interpeller les jeunes qui sont tentés par la consommation de la drogue. À ceux qui n'ont pas encore eu l'expérience avec la drogue, je vous en prie, n'y touchez pas. Nous y avons touché, nous connaissons les conséquences qui en ont découlé. La campagne Support Donne pas Niche, qui veut dire soutenez, ne punissez pas, vise à sensibiliser les pouvoirs publics afin de les inviter à changer de politique. Selon les initiateurs de la campagne, la loi ivoirienne en matière de lutte contre la drogue met plus l'accent sur la répression. Aujourd'hui, l'usager de drogue ne doit plus être considéré comme un criminel, un délinquant, mais plutôt comme un malade. Un malade qu'il faut prendre en charge. Pour le prendre en charge, il faut mettre en place des structures de prise en charge. On peut mieux faire parce qu'aujourd'hui, justement, si on organise ce panel avec la présence des institutions nationales, la volonté justement de prendre en charge ces usagers de drogue est réelle. Plusieurs personnalités du monde de l'art et de la culture soutiennent le projet. L'artiste Boklay a même confectionné un single pour soutenir l'initiative. 11 juillet 2017, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la population. Cet événement veut attirer l'attention sur l'urgence et l'importance des questions de population, d'où le thème 2017, planification familiale, donner aux populations la capacité d'agir, contribuer au développement des pays. Autre actualité, la saison des pluies fait rage en Côte d'Ivoire. Un mort et 2 blessés récemment dans l'effondrement d'une maison à Moussadougou dans la région de San Pedro. Plus loin à Bouaké dans le Gbeke, les autorités préfectorales veulent éviter tout risque d'accident. Elles sensibilisent donc actuellement les populations aux dangers qu'elles encourent en habitant ou en construisant dans les zones dangereuses. On fait le point avec Djeneba Ouattara et Walter Amadou Ouattara de RTI Bouaké. L'occupation anarchique des zones à risque ou inappropriées est récurrente ces dernières années en Côte d'Ivoire. Une situation qui entraîne des pertes de vie et des dégâts matériels en période de pluie. Plus besoin de revenir sur le nombre de morts et de sans-abri engendrés par la destruction d'habitations. Bouaké, capitale de la région de Gbeke, n'échappe pas au phénomène d'occupation des sites non autorisés. Incursion dans un sous-secteur du quartier Aouyansou, Prikro, où vit Dame Bosenjokone et sa famille. On ne sait pas où il faut aller, les enfants, tout le monde va à l'école. C'est ça, on est venu chercher ce terrain. Sinon, nous-mêmes, ça ne nous plaît pas. Mais par manque de moyens,
On ne sait pas comment il faut faire. Pour prévenir d'éventuelles catastrophes dans ces endroits dangereux, en cas de pluie diluvienne, les autorités locales montent au créneau. Il s'agit d'un grand bas-fond qui est propre à la culture du riz irrigué. Et les gens se sont permis de construire des maisons. Nous sommes venus signifier à ceux qui sont ici, ils sont dans une zone dangereuse. Koné Aka, préfet de Boaké, en appelle donc à une prise de conscience des occupants de ces lieux à risque. Nous attirons l'attention de tous ceux qui habitent Boaké. S'ils veulent avoir un terrain pour construire, qu'ils se rendent à la direction régionale de la construction, qu'ils se rendent à la mairie, qu'ils se rendent à la préfecture. On va leur dire comment faire pour avoir un lot. Les autorités locales comptent tout mettre en œuvre pour lutter contre les constructions en zone non autorisée à Boaké. Première phase, la sensibilisation, et va s'en suivre la répression. Yamoussoukro, dans la région centre du pays, le projet d'exploitation agricole de Yabra devait transformer la Côte d'Ivoire en grenier de l'Afrique de l'Ouest. Malheureusement, cet ancien bastion rizicole a cessé ses activités. Alors comment et pourquoi ce problème est-il apparu? On en sait plus avec Kwadio Kwame de RTI Boaké. Yabra, c'est une superficie de plus de 1600 hectares. Un bassin rizicole pour lutter contre l'exode rural, pour l'insertion des jeunes dans le tissu économique et social et offrir aux paysans de meilleurs revenus grâce à leur production. Ça marchait. Les moissonneuses, batteuses étaient là. Chacun produisait. Tout un chacun. Il y a des gens même qui faisaient 30 tonnes, 35 tonnes. Une seule personne. Une déchéance due à l'incapacité des producteurs à gérer cet immense trésor. Ce coin a été donné à un opérateur. Il est venu nous dire que vraiment il va nous aider à mieux produire. Un coup, disant que nous n'aurons jamais un art, que lui il a payé le coin. On dit mais monsieur, il ne faut pas nous tromper comme ça. Voici notre révolte. La terre là, on ne l'a pas vendue. Et à l'époque, au Fouet-Boye, bon, c'est lui qui nous commande. Donc il est venu, il a pris ça comme ça. Il y avait du champ de cacao. Puis il a ravagé tout aujourd'hui pour faire du riz. Les conséquences ne se font pas alors attendre. C'est notre station de pompage. Voilà. Ça a été démoli. Il a enlevé les 2 moteurs que nous avions nous-mêmes demandé aux Canadiens. Après avoir fini de les enlever, il a dit quoi? S'il pleut, le canal aura de l'eau. Donc il faut que je ferme les canaux. Yabra, ce sont 3 campus d'environ 500 habitants, en majorité jeunes. Des jeunes qui souhaitent le dénouement heureux du litige pour se rendre productifs afin de se prendre en charge. Si ce périmètre de 600 hectares est là, qu'on n'arrive pas à travailler, c'est que vraiment c'est un peu grave. Pour le directeur régional de l'agriculture, Yabra est une richesse incommensurable en matière de production agricole. Aujourd'hui, c'est entre guillemets un cimetière de matériel et de parcelles aménagées d'alors qui sont devenues pratiquement inutilisables. Les canaux primaires qui servaient de conduit d'eau pour irriguer tous ces parcours existent que de nom. Tout le monde souhaite la relance des activités de Yabra, à commencer par les anciens producteurs. Même si nous sommes restés 2, la jeunesse vient toujours et on les accueille. Toutes ces maisons que vous voyez là, c'est location-vente. Moi j'ai tous les papiers là. Nous avions payé. Quand on produit, on nous coupe ça. Non, moi je ne peux pas abandonner ça pour aller au village. J'ai fait déjà des enfants, je ne peux pas abandonner. Raison pour laquelle nous sommes tous là. Moi, j'aimerais que l'État même vienne vers nous pour nous dire que ouais, je vais vous aider. Là comme ça, nous on n'a rien à dire. On va accepter tout ce qui est comme procédure. En vie dans le litige foncier, les anciens producteurs doivent changer de mentalité en cultivant un bon esprit de solidarité et revenir aux premières valeurs de base de cette initiative. Le regroupement des jeunes de tous les horizons, actifs et dynamiques, aimant le milieu rural et ayant une compétence technique pour faire de Yabra le grenier de la Côte d'Ivoire.
Plus que 10 jours avant l'ouverture des 8e Jeux de la francophonie Abidjan 2017. Mais avant ce grand rendez-vous international, la Fédération ivoirienne de golf a organisé un tournoi dans la commune de Cocody. 2 joueurs pratiquants se sont fait remarquer sur le parcours de 18 trous. Caroline Lefebvre chez les femmes et Nestor Koulou chez les hommes. C'est un reportage de Arsène Kouassi et Salif Ouattara du service sport. Ambiance de fête sur le parcours international 18 trous de l'Ivoire Golf Club d'Abidjan avant le début des 8e Jeux de la francophonie. Bien que n'ayant pas été retenu dans la shortlist des 8 disciplines sportives, la Fédération ivoirienne de golf a déjà emboîté le pas à ces Jeux en organisant un tournoi de golf dénommé Give and Take pour sonner la mobilisation dans les animations périphériques durant les Jeux. Dans une formule Stableford, dans la série nationale amateur, Nestor Koulou réalise la meilleure performance avec un score de 42, devant respectivement Adrien Calais et Pierre Djedje. Chez les dames, ça passe également pour Caroline Lefebvre qui s'impose devant Sophie Ouedraogo avec un score de 23 points. L'objectif est largement atteint. C'est une très bonne chose qu'on ait mobilisé autant de golfeurs et autant de personnes de la francophonie. Nous attendons seulement que la population vienne pendant les Jeux de la francophonie pour qu'on ait une ambiance populaire de golf en Côte d'Ivoire. Je suis un président de commission heureux parce qu'une discipline aussi prestigieuse comme le golf a souhaité associer son image au 8e Jeu de la francophonie. Modèle de solidarité et de convivialité en faveur de ce 8e Jeu de la francophonie que la Côte d'Ivoire abritera dans quelques jours. 11 juillet 1960, naissance de l'État du Katanga au lendemain de l'indépendance du Congo belge, actuelle République démocratique du Congo. L'homme politique congolais Moïse Tshombe proclame en effet l'indépendance de cette province aurifère du sud du pays. Mais l'État du Katanga ne sera jamais reconnu par l'Organisation des Nations Unies. Pourquoi? Les explications tout de suite de Thomas Guessambi. Le 11 juillet 1960, aux alentours de 22h30, c'est d'une voix déterminée où perce une joie indicible que Moïse Tshombe s'exprime sur les ondes de la radio collège à Elisabethville, aujourd'hui Lumumbashi, pour déclarer officiellement l'indépendance de la riche province minière du Katanga que son parti contrôle depuis les élections législatives du mois de mai. À sa sortie, c'est une foule en liesse qui porte le chef de la Confédération des associations tribales du Katanga, Konakat, dans les rues de la capitale du nouvel État autoproclamé. Une sécession qui va constituer la première grave crise du Congo post-colonial. En quelques jours, tout va s'enchaîner. Très vite, le nouveau président katangais s'empare des pouvoirs régaliens. Une police et une monnaie sont créées avec le soutien des Européens, notamment les Belges, présents sur le territoire. Le Katanga prend tous les attributs d'un État, drapeau, devise, hymne national, alors que la nouvelle nation n'est pas reconnue internationalement. Une politique nationaliste et tribale est également mise en place par les nouvelles autorités. Tous les non-katangais, en particulier les travailleurs provenant du Kasaï, sont chassés du nouveau pays. Pour l'État congolais nouvellement indépendant, il est inconcevable de se séparer de ce poumon économique crucial pour son développement. Les 2 hommes à la tête de l'État congolais font appel à l'ONU en la personne de son secrétaire général, qui va mener d'intenses négociations pour obtenir le 21 février 1961 l'intervention des cartes bleues face aux gendarmes katangais, l'armée tchombiste qui perdra finalement pied à mi-janvier 1963. Entre-temps, Joseph Kasavubu aura destitué Patrice Lumumba, qui, traqué par les Belges et les Américains, finira livré à son pire ennemi, Moïse Tshombe, puis torturé et assassiné le 17 janvier 1961 par des soldats katangais et belges sous le regard du chef de l'État katangais. En décembre 1962, lorsque les troupes congolaises, appuyées des forces de l'ONU, entrent dans Elisabethville, Tshombe s'est déjà réfugié à Kolwezi, une ville située à plusieurs centaines de kilomètres à l'ouest de la capitale katangaise. Le 15 janvier 1963, il se rendra aux autorités congolaises après avoir négocié son amnistie.
Il reste donc 10 jours avant le début des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan en 2017. La Côte d'Ivoire est persuadée que cet événement sera spectaculaire et réussi. Très bonne soirée à tous sur RTI2.